On entend souvent parler du bonheur simple d'une vie de famille à la campagne, avec mariage et enfants. Notre héros reconnaît que c'est une forme de bonheur, mais il s'interroge aussi sur la liberté et la satisfaction que peut offrir une vie de célibataire. Voici Oda Jantoku, 38 ans, réparateur en ville, ou plutôt bricoleur, avec assurance, il annonce que la réparation est terminée. Ce matin, notre héros a reçu un appel d'un vieux couple voisin, signalant une coupure d'eau. En arrivant, il découvre que la vanne d'arrêt était simplement fermée, probablement à cause d'une blague d'enfant. Il en profite pour remplacer le robinet et le filtre comme demandé, et le couple le remercie chaleureusement, louant sa fiabilité. Comme souvent à la campagne, on lui demande s'il compte se marier, lui qui approche de la quarantaine, avec un sourire amer, il répond que son père lui avait conseillé de ne jamais se marier, et que de toute façon, aujourd'hui, il est déjà difficile de simplement survivre. Un voisin s'indigne vivement, affirmant que le vrai bonheur réside dans le mariage et les enfants, rejetant la vision de Jantoku comme un non-sens. Notre héros, imperturbable, lui répond avec un sourire avant de monter sur sa moto pour partir, tandis qu'il s'éloigne dans les rues calmes. Le voisin l'appelle en vain, laissant Jantoku poursuivre son chemin en solitaire. Après une journée de travail bien remplie, notre héros rentre chez lui et s'accorde un moment de détente. Il savoure une boisson fraîche accompagnée de quelques cacahuètes, profitant du calme de son foyer. Avec un éclat de rire sincère, notre héros affirme que la vie de célibataire est la meilleure. Il savoure sa liberté, dépensant son argent et son temps comme bon lui semble, sans contrainte. Ses passions, comme le camping, la pêche et la moto, remplissent ses journées, lui permettant de partir en escapade prolongée sans souci. Demain marque l'anniversaire de la mort de son père, un homme qui a beaucoup souffert. Sa mère, dépensière chronique, dilapidait rapidement tout ce qu'il gagnait. Le père de notre héros a contracté un prêt bancaire pour acheter du nouveau matériel afin de développer son activité, mais la mère, insouciante, a disparu avec l'argent, laissant le père désemparé face à cette situation. Au début, le père de notre héros était anéanti, mais le grand-père est venu à leur secours. Il a utilisé toutes ses économies pour rembourser la dette, a emménagé avec eux et a aidé aux travaux de construction. Il a transformé l'entreprise électrique familiale en un atelier de bricolage plus modeste. En observant son père et son grand-père travailler ensemble, il a trouvé une source d'inspiration profonde. Leur dévouement et leur persévérance lui ont donné envie de suivre leurs traces. L'atelier familial, bien que modeste, est devenu pour lui un symbole d'engagement et de continuité. Vivre avec son grand-père a redonné du courage à son père. Tous les trois passent leur week-end à pêcher et à camper, retrouvant ainsi un peu de joie et de sérénité. Parfois, ils partaient tous ensemble en balade à moto, partageant des moments simples mais précieux. Ces journées-là restent gravées comme les plus belles. C'est à cette époque que son amour pour la liberté a vraiment pris racine. Le protagoniste met en garde Jantoku contre l'idée que le mariage serait synonyme de bonheur. Il insiste sur le fait que ce qui compte vraiment, c'est d'être heureux, peu importe les conventions sociales. Il rejette aussi la pression familiale liée au mariage et à la continuité des générations. Les paroles de son père, marquées par la souffrance liée au mariage, ont scellé sa décision. Il aime les femmes, mais rejette l'idée d'une vie conjugale heureuse. Il préfère consacrer son temps à ses passions, comme la moto, le camping et la pêche. Entre deux escapades, il trouve aussi du réconfort dans la lecture de mangas et de romans légers. Le protagoniste affirme avec détermination son choix de rester célibataire, de gagner son propre argent et de le dépenser comme il l'entend. Il veut vivre selon ses propres règles, libre des contraintes sociales. Pendant ce temps, il échange avec un collègue, qui s'excuse pour un imprévu au travail, mais lui assure que cela ne pose pas de problème. Le protagoniste explique qu'il pense pouvoir réparer avec les pièces qu'il a apportées. Il prévient qu'il y aura une coupure de courant temporaire, ce qui ne pose pas de problème à son collègue. Ce dernier le remercie avant que le travail électrique ne commence. Le protagoniste, concentré sur sa réparation, se projette déjà dans son prochain voyage. Il envisage de préparer son équipement et de découvrir des endroits pittoresques une fois son travail terminé. Soudain, une décharge électrique le frappe violemment alors qu'il manipule les câbles. Il réagit rapidement, se protégeant le bras blessé. Confus, il réalise que le disjoncteur a été actionné par quelqu'un d'autre, ce qui explique l'incident. Foudroyé en plein travail, le protagoniste réalise avec incrédulité ce qui vient de se passer. Il comprend soudainement qu'il est mort à cause de cet accident électrique. Le protagoniste, surpris, réalise qu'il est toujours en vie malgré l'accident. Il observe ses mains avec étonnement, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Sa confusion laisse place à une prise de conscience inattendue.
Le protagoniste découvre avec étonnement un décor étrange, semblable à une usine au design déroutant. Il exprime son incompréhension face à cet agencement et son intention de déposer une plainte. Son esprit revient aussi sur le choc qu'il a ressenti, réalisant qu'il a failli mourir. Le protagoniste se retrouve dans un quartier d'entrepôt, perplexe face à ce changement de décor. Il se demande ce qui se passe vraiment et s'interroge sur la possibilité d'être mort et transporté dans un autre monde, comme dans les romans isekai. Malgré ses doutes, il tente de rationaliser la situation en se convainquant qu'il doit simplement rêver. Le protagoniste remarque un panneau étrange sur un bâtiment, avec des symboles incompréhensibles mais qu'il peut pourtant lire. Il réalise avec stupeur que, malgré l'apparence bizarre des lettres, il comprend le nom, Alexandrie Trading Company. Son étonnement grandit face à cette incohérence inexplicable. Soudain, un homme en tenue de travail ordonne au protagoniste de ne pas bouger. Immédiatement, un groupe de chevaliers en armure complète l'encercle, exigeant qu'il s'identifie. Le héros, déconcerté, se demande qui sont ces individus vêtus comme des guerriers du Moyen Âge. Le protagoniste réalise avec effroi qu'il n'est clairement pas au Japon et se demande s'il a vraiment été transporté dans un autre monde. Les chevaliers l'accusent d'intrusion et exigent qu'il s'explique, le traitant d'homme suspect. Malgré la pression, notre héros avoue son ignorance totale sur la situation. Pris de panique, le protagoniste réagit instinctivement en utilisant une technique d'aïkido apprise de son grand-père, immobilisant rapidement un chevalier. Malgré son succès, il réalise que ce n'est vraiment pas le bon moment pour se battre. Le protagoniste, encerclé par les chevaliers, sent la pression monter et comprend que la situation va dégénérer. Pris de panique, il lève les mains en signe de reddition, suppliant pour être entendu et assurant qu'il n'est pas dangereux. Un des chevaliers finit par céder, acceptant d'écouter ce qu'il a à dire. Une femme élégante et sûre d'elle fait son entrée, accompagnée d'un homme en costume et chapeau. Les chevaliers présents s'inclinent respectueusement devant elle, marquant une nette différence de statut. Malgré l'apparente confiance de la dame, son compagnon semble inquiet et lui demande de ne pas s'approcher trop près. La femme élégante observe attentivement le protagoniste, commentant ses vêtements étranges. Elle note ses cheveux et ses yeux noirs, tandis que l'homme en costume lui demande s'il vient d'ailleurs. Notre héros, visiblement mal à l'aise, admet qu'il n'est probablement pas du coin. La femme se présente comme Sandrone, présidente de la compagnie de commerce Alexandrite, et demande le nom du protagoniste. Ce dernier répond qu'il s'appelle Jean Toku, un nom qui suscite des réactions variées parmi les présents. Il demande alors s'ils sont prêts à l'écouter. Sandrone sourit malicieusement, prévenant Jean Toku que s'il ne raconte rien d'intéressant, il finira en prison. Ce dernier, déjà stressé, réalise qu'il pourrait bien être en mauvaise posture dans ce monde inconnu. Malgré tout, la présidente se montre curieuse et prête à écouter son histoire. Sandrone explique avec un sourire que Jean Toku a réussi à passer les mages de sécurité pour entrer dans l'entrepôt, mais qu'il a tout de même été attrapé par les gardes à l'extérieur. Elle trouve amusant qu'un homme aussi suspect ait pu se faire prendre ainsi. De son côté, Jean Toku réalise que ce monde où il se trouve est véritablement un univers fantastique. Les deux personnages interrogent Jean Toku sur son utilisation d'un briquet à silex, lui demandant pourquoi il n'emploie pas la magie, plus adaptée à ce monde. Jean Toku, visiblement mal à l'aise, assure qu'il ne cherche pas à tricher et propose même de prêter son feu si besoin. Jean Toku allume son briquet, provoquant la surprise des deux personnages qui l'observent attentivement. Leur regard trahit leur étonnement face à cet objet inhabituel dans ce monde magique. Même les gardes, en arrière-plan, semblent interloqués par cette scène. Le briquet s'enflamme soudainement, suscitant une stupéfaction générale. Les témoins, incrédules, peinent à comprendre comment ce feu peut apparaître sans incantation ni cercle magique. Chacun tente d'expliquer cette étrangeté, certains évoquant même un outil magique capable de créer du feu. La femme, d'un geste vif et déterminé, frappe violemment Jean Toku, le projetant au sol. Les témoins, choqués, s'interrogent sur cette réaction soudaine tandis qu'un homme en uniforme s'approche rapidement, inquiet pour elle. La femme, fascinée, observe le briquet allumé avec des étoiles dans les yeux. Curieuse de cet objet inconnu, l'homme explique rapidement qu'il s'agit d'un briquet, tout en suggérant de changer de lieu. Le décor nocturne souligne le mystère qui entoure cet étrange gadget moderne dans ce monde fantastique. Le protagoniste, inquiet, demande s'il va être emprisonné. La femme lui répond calmement que ce sera un traitement VIP, laissant entendre un sort bien plus particulier. Elle ordonne alors à un garde d'escorter leur invité, tandis que les autres reprennent leur travail, renforçant l'atmosphère tendue. Un homme en costume élégant invite le protagoniste à le suivre, marquant un changement de statut de suspect à invité VIP. Notre héros, encore sous le choc,
réalise que c'est grâce à ce briquet à huile qu'il a échappé à une situation dangereuse, alors qu'il s'éloigne dans les rues désertes sous un ciel étoilé. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve dans ce nouveau monde. Une rencontre inattendue avec la belle présidente des marchands pourrait bien bouleverser la vie tranquille de notre célibataire. Une nouvelle aventure s'annonce, pleine de promesses et de surprises. La présidente des marchands accueille notre héros dans son bureau avec une élégance naturelle, l'invitant à s'installer pour discuter. L'atmosphère est à la fois formelle et intrigante, promettant des révélations importantes. La présidente des marchands interroge notre héros sur un objet qu'elle tient, cherchant à comprendre sa nature. Il lui explique patiemment qu'il s'agit d'un briquet, un simple outil pour faire du feu, sans magie. Intriguée, elle s'étonne de son fonctionnement, ne percevant aucune trace de mana. La présidente des marchands questionne notre héros sur l'origine précise de son briquet, étonné qu'il ignore où il l'a acheté. Face à son insistance, il avoue ne pas le savoir, ce qui la pousse à vouloir entendre son histoire en toute honnêteté. Le protagoniste, un peu mal à l'aise, assure qu'il ne ment pas avant de commencer à expliquer sa présence. Le protagoniste raconte qu'il travaillait dans un autre monde lorsqu'il a été électrocuté et a perdu connaissance. Pour se réveiller devant l'entrepôt de la présidente, cette dernière accepte finalement son histoire et propose de passer à la suite, affichant un sourire énigmatique. Le protagoniste sent que quelque chose cloche et ne peut s'empêcher de le faire remarquer. Face à lui, un homme au chapeau haut de forme sourit en sueur, visiblement mal à l'aise mais convaincu d'avoir raison. Une tension palpable s'installe entre eux. La présidente lance un ordre direct et provoquant, invitant le protagoniste à devenir sien. Ce dernier, imperturbable, refuse fermement, affirmant qu'il a fait le serment de vivre sa vie seul et libre. Une nouvelle tension s'installe entre eux, marquant un affrontement de volonté. La présidente corrige le malentendu, elle ne veut pas le protagoniste lui-même, mais son savoir. Elle lui explique qu'étant le seul à connaître des choses de son monde, il doit utiliser ce savoir à son avantage. En échange, elle lui promet nourriture, logement et enseignement sur ce nouveau monde. Le protagoniste, un peu gêné, accepte finalement ce marché. La présidente, intriguée, demande au protagoniste comment il utilise un objet qui semble allumer le feu si facilement. Elle cherche à comprendre si le feu est vraiment rare dans ce monde et ordonne à Richter d'expliquer la situation. Richter se présente comme le secrétaire et garde du corps de Sandrone, président de la compagnie Alexandrite. Jean Toku accepte de lui expliquer davantage sur le feu et ce pays. La présidente, fatiguée, décide de laisser la conversation à Richter avant de partir se reposer, laissant le protagoniste et Richter seuls. Richter commence à expliquer au protagoniste la rareté et l'usage du feu dans ce monde. Il décrit comment les habitants obtiennent le feu grâce à des outils magiques vendus dans des boutiques spécialisées, et comment chaque foyer possède une lampe pour recevoir ce feu, qu'ils achètent régulièrement. Le protagoniste réalise alors à quel point cette réalité est différente de celle du Japon. Le protagoniste allume un briquet, expliquant qu'au Japon, le feu ne pose jamais problème. Richter, impressionné, imagine que leur compagnie ferait fortune en produisant un tel outil ici, même s'il se demande si cela ne contrarierait pas les vendeurs locaux. La conversation dévie ensuite sur leur âge, révélant que la présidente a seulement 21 ans, ce qui surprend le protagoniste. Le protagoniste confirme qu'il a compris la partie sur le feu, puis demande des informations sur le pays où il se trouve. Richter lui explique qu'ils sont dans le royaume d'Edelstein, la plus grande nation du continent, plus précisément dans le 13e district, le quartier des entrepôts où toutes les compagnies commerciales stockent leurs marchandises. Le protagoniste apprend que le quartier est protégé par des champs magiques de détection et des gardes magiques employés par la compagnie Alexandrite, rendant l'accès très difficile. Intrigué, il découvre que la magie ici sert à la fois à attaquer des monstres et à se défendre, confirmant l'existence de ces créatures dans ce monde. Malgré tout, il reste sceptique, trouvant cette réalité de plus en plus proche d'un univers fantastique. Le protagoniste s'interroge sur le système fiscal du royaume, demandant s'ils ont des impôts ou des déclarations de revenus. Richter explique que les habitants paient un impôt annuel de 10% au royaume, ce qui surprend agréablement notre héros, qui trouve ce système presque idéal comparé à son pays d'origine. Il réalise alors qu'ici, il pourrait réellement s'en sortir financièrement. Le protagoniste se surprend à envisager une vie indépendante dans ce nouveau monde, attiré par l'idée d'une existence paisible et simple, mais Richter tempère son enthousiasme en lui rappelant qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre et que la dame ne le laissera pas partir si facilement. Malgré tout, notre héros commence à se sentir motivé et demande par où commencer. Déterminé, notre héros décide de se lancer et commence à envisager des méthodes simples pour allumer un feu, comme les allumettes. Il interroge Richter sur les différents types de silex utilisés ici.
montrant sa volonté d'apprendre. La conversation se termine alors que Richter propose de continuer la leçon le lendemain, préparant une chambre pour le protagoniste. Le protagoniste réalise que, malgré les difficultés à venir, une vie paisible et lente dans ce nouveau monde pourrait finalement lui convenir. Il se sent prêt à relever le défi, même si l'idée de partir seul l'inquiète un peu. Une nouvelle étape de son aventure commence, pleine d'espoir et de détermination. Le deuxième jour dans ce nouveau monde commence, et notre héros découvre avec étonnement l'animation du quartier des entrepôts. Bien qu'il ne reconnaisse aucun visage japonais, il réalise que cet endroit est bien plus animé qu'il ne l'imaginait. Le matin se lève et notre héros est accueilli avec un sourire chaleureux. Il confie que son sommeil a été moyen, la literie étant trop dure à son goût. Son interlocuteur l'invite alors à se préparer, car le petit déjeuner l'attend déjà. En arpentant le couloir, notre héros remarque avec surprise la propreté inhabituelle du lieu. Bien loin de ce qu'il imagine d'un entrepôt, son compagnon lui explique que le bâtiment sert aussi de bureau, avec des chambres d'hôtes décorées pour accueillir des clients importants, ce qui justifie le soin apporté à l'endroit. Intrigué, le protagoniste reconnaît que le confort dépasse ses attentes. Une femme élégante, assise avec assurance sur un canapé luxueux, accueille notre héros d'un simple « morning ». Ce dernier, surpris, lui répond par un « yo » décontracté, marquant le début d'une rencontre intrigante. Notre héros demande à récupérer son briquet, mais la femme lui rappelle qu'il doit d'abord prendre son petit déjeuner avant de se voir confier un travail. Elle lui propose de créer une version simplifiée d'un objet, capable d'être produite en masse. Le protagoniste, inquiet, vérifie alors si son sac est toujours intact, listant mentalement ses affaires. Soulagé, le protagoniste constate que toutes ses affaires sont toujours dans son sac, même si la femme remarque qu'il n'y a que des objets étranges à l'intérieur. Il réalise alors que son téléphone ne capte aucun signal, ce qui l'inquiète. Soudain, la femme s'approche dangereusement près de lui, captivée par quelque chose d'invisible à ses yeux. La femme découvre avec fascination le smartphone, un appareil de communication venu du monde du protagoniste. Bien que la plupart de ses fonctions soient désormais inutiles, elle demande à le manipuler, mais il refuse catégoriquement, précisant que c'est son seul lien avec son monde d'origine et qu'elle devra se contenter du briquet. Une servante annonce alors que le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner est servi, et le protagoniste accepte enfin de manger avec un sourire. Il confie à son serviteur que le repas lui semble étrangement familier, ce qui lui procure un certain réconfort. La femme allume une cigarette avec un briquet, savourant la première bouffée. Elle annonce qu'il est temps de fumer, tandis que le protagoniste, intrigué, lui demande s'il reste quelque chose pour l'allumer. Il révèle alors que le tabac vient de son propre monde, un lien tangible avec son passé. La femme explique que leur entreprise produit aussi du tabac, en plus des outils magiques, ce qui surprend le protagoniste. Elle lui tend une cigarette de leur marque, Stardust, qu'il accepte avec curiosité. En la fumant, il ressent une sensation étrange mais agréable, comme un lien réconfortant avec son passé. Le protagoniste tousse violemment en fumant la cigarette, visiblement mal à l'aise. La femme le taquine en lui ordonnant de ne plus jamais fumer d'autres marques que la leur. Elle vante ensuite les vertus médicinales de leur tabac, un mélange spécial très prisé parmi la noblesse. La femme insiste sur la qualité exceptionnelle de leur tabac, affirmant que c'est une plante bénéfique pour la santé. Le protagoniste, pensif, admet qu'il devra s'habituer à fumer dans ce nouveau monde. Elle lui annonce ensuite qu'il va commencer à développer un outil magique pour allumer le feu, avant de partir pour une réunion d'affaires, laissant notre héros surpris et désorienté. Le protagoniste exprime son désarroi face à la tâche qui lui est confiée, avouant son ignorance du nouveau monde. La femme ordonne alors à Richter de contacter une mystérieuse jeune fille pour l'assister. Malgré ses réticences, il accepte, réalisant qu'elle sera absente quelques jours. Elle lui assure que cette aide lui permettra de poser toutes ses questions. Le protagoniste découvre le lieu où il va travailler, un espace qui ressemble plus à un laboratoire de développement qu'à un simple atelier. On lui explique que la mystérieuse jeune fille est une ingénieure de l'entreprise. Face à des outils inconnus et des plans complexes, il hésite à poser des questions. Une jeune femme énergique interpelle brusquement notre héros, furieuse et jalouse à l'idée qu'il ait pu impressionner sa dame. Surprise et déconcerté, il peine à comprendre la situation tandis qu'elle le confronte avec insistance, déterminée à savoir qui il est vraiment. Une jeune femme dynamique se présente comme Yélan, développeuse d'outils magiques pour l'entreprise alexandrite. Elle interroge directement notre héros, curieuse de connaître son identité et ses capacités pour ce rôle de soutien. Le protagoniste, un peu déconcerté, répond à ses questions avec hésitation. Yélan se présente fièrement comme une prodige de la magie,
âgé de seulement 18 ans et reconnu comme la meilleure ingénieure magique par leur dame, le protagoniste, surpris, essaie de comprendre ce qu'est une triple attribut et ce que signifie être une ingénieure magique. La jeune femme, avec un sourire malicieux, lui rappelle qu'il doit être traité comme un enfant naïf, en douceur. Yelan taquine gentiment le protagoniste en le traitant comme un bébé naïf, promettant de tout lui apprendre. Ce dernier réalise enfin le sens de la mise en garde de Richter, tandis qu'il compte sur elle pour le guider. Avec assurance, Yelan accepte ce rôle avec enthousiasme. Notre ami se questionne sérieusement sur la nature d'un outil magique, réalisant qu'il ne comprend pas vraiment ce concept. Face à son ignorance, la jeune femme lui lance un regard à la fois surpris et un peu exaspéré, lui rappelant qu'il doit apprendre les bases pour progresser. Elle l'encourage à poser toutes ses questions, soulignant l'importance de bien saisir ce monde pour avancer efficacement. Notre ami a passé la matinée à questionner Yelena sur le mana, cette énergie magique présente chez tous, bien que rarement liée à un élément. Il découvre qu'il existe 6 types de mana, correspondant aux éléments classiques, mais que la plupart des gens possèdent un mana incolore et non élémental. Les écoles enseignent les bases de la magie pour que chacun puisse utiliser de petits sorts du quotidien. Notre ami apprend que ceux qui possèdent une affinité élémentaire sont d'un niveau supérieur et peuvent devenir mages ou ingénieurs en outils magiques, voire intégrer la cour royale s'ils maîtrisent 3 éléments. Une jeune femme se vante alors d'être triple attributaire, capable d'utiliser l'eau, la terre et le vent. Elle précise cependant que son usage se limite principalement à la magie quotidienne et artisanale, sans pouvoir offensif. Un homme se moque d'une femme qu'il qualifie de « dame autoritaire », mais une autre défend farouchement Lady Sandrone, louant son éclat et expliquant qu'elle a rejoint ce métier par admiration pour elle. Notre ami, Jean Toku, se prépare à faire vérifier son affinité magique, prêt à retirer son gant pour le test. La jeune femme présente une feuille spéciale, un diagnostic d'affinité magique développé par la compagnie Alexandrite, capable de révéler l'élément et le mana total à partir d'une simple goutte de sang. Elle explique que, jusqu'à présent, seuls les mages de l'association pouvaient effectuer ce test. Mais cette invention révolutionne la méthode. Jean Toku, impressionné, souligne que c'est l'une des meilleures inventions de Lady Sandrone, bien que cela puisse menacer les mages de l'association. Lady Sandrone a défié ouvertement les mages de l'association, allant jusqu'au palais royal pour prouver la supériorité de sa méthode. Malgré la colère des autorités, elle est restée impassible et a fini par les écraser avec son invention. Aujourd'hui, ces feuilles de diagnostic sont devenues indispensables, forçant l'association à reconnaître sa défaite. Notre héros hésite, avouant qu'il n'est pas à l'aise avec le sang, mais la jeune femme insiste pour commencer le test. Elle lui explique qu'une petite aiguille est cachée dans la feuille et qu'il suffit d'y presser le doigt, ce qui ne fait presque pas mal. Malgré la légère douleur, le protagoniste remarque une lueur étrange apparaître sur la feuille, suscitant la curiosité de la jeune femme qui l'encourage à révéler son affinité élémentaire. La jeune femme révèle au protagoniste qu'il possède non pas une, mais 6 affinités élémentaires, ce qui est extrêmement rare. Stupéfaite, elle souligne également que son niveau de mana est tout simplement incroyable. Surpris, notre héros commence à plaisanter sur son talent exceptionnel, mais elle le remet rapidement à l'ordre. La jeune femme réalise avec étonnement que le protagoniste possède non pas 6, mais 7 affinités élémentaires. Surpris, il cherche à comprendre cette anomalie, tandis qu'elle lui ordonne de rester silencieux face à cette découverte inattendue. Les affinités élémentaires classiques sont au nombre de 6, chacune représentée par une couleur spécifique. Cependant, une 7e ligne violette apparaît, mystérieuse et inconnue. Intriguée, la jeune femme demande au protagoniste de lui tendre la main pour examiner cette anomalie de plus près. La jeune femme demande au protagoniste de tendre la main et de fermer les yeux, puis elle commence à lui transmettre son mana. Il ressent une chaleur douce et apaisante. Concentrée, elle l'invite à imaginer ce mana prenant une couleur violette, tout en lui demandant de rester calme et détendu. Notre ami sent une énergie nouvelle parcourir sa main, tandis qu'une éclatante foudre violette apparaît devant lui. Il réalise alors que cette mystérieuse affinité correspond à un pouvoir inédit, la foudre violette. La jeune femme observe attentivement, confirmant cette révélation. Notre ami réalise qu'il peut convertir son mana en foudre, une capacité inédite qui semble liée à un ancien accident électrique. La jeune femme est stupéfaite par cette nouvelle affinité, lui expliquant que ce pouvoir est unique et qu'il doit rester secret, car s'il est découvert, il sera traqué par toutes les nations et guildes. Malgré la gravité de la situation, le héros trouve cette révélation plutôt cool. Notre ami refuse catégoriquement une proposition, affirmant que ce n'est pas son style et qu'il a d'autres priorités. La jeune femme, surprise, évoque pourtant l'avantage d'une telle opportunité.
Malgré tout, elle rit en le trouvant ridicule, tandis qu'il reconnaît que la promotion pourrait lui permettre de faire plus de choses. Notre ami, motivé, accepte enfin de parler travail, il confie qu'au lieu de vouloir rentrer chez lui, il trouve ce monde plutôt amusant et souhaite apprendre à maîtriser la magie pour en tirer le meilleur parti. La jeune femme, attentive, observe sa détermination grandissante. Notre ami demande à Yelena de l'aider, non seulement pour le travail, mais aussi pour lui enseigner la magie. Il expose son premier projet, un outil pour allumer le feu, tout en soulignant qu'une bonne maîtrise de la magie lui sera indispensable pour développer d'autres idées. Avec confiance, il compte sur son enseignante pour le guider. Elle sourit avec malice, acceptant finalement de devenir son enseignante. D'un geste confiant, elle lui tend la main, prête à lui transmettre tout son savoir. Notre ami saisit cette opportunité avec enthousiasme. Notre ami réalise que, même dans ce nouveau monde, sa passion pour le bricolage reste intacte, surtout en y ajoutant la magie. Il se rappelle avec émotion que son grand-père aurait adoré cette idée. Enthousiasmée, Yelena accepte de l'accompagner dans cette aventure, prête à former ce duo prometteur. Une jeune femme au sourire espiègle tend la main, dévoilant un objet mystérieux. Elle lance un défi audacieux, suggérant que cet objet pourrait bouleverser les règles du monde. Une ambiance pleine de promesses et de secrets s'installe. Le protagoniste se lance avec détermination dans le développement d'un outil capable d'allumer un feu, prêt à bouleverser les règles établies. Il interpelle son professeur avec enthousiasme, prêt à relever le défi. Face à lui, la jeune femme, attentive, répond avec sérieux, soulignant que la tâche ne sera pas aussi simple qu'il y paraît. La jeune femme explique que les utilisateurs du feu sont extrêmement rares et que, parmi les mages, le feu est considéré comme le plus puissant. Le protagoniste, surpris, avoue qu'il pensait au contraire que les utilisateurs du feu seraient courants dans un monde fantastique. Elle précise que ces détenteurs d'attributs sont déjà spéciaux en soi, la plupart des gens étant incapables de maîtriser autre chose que de simples objets lumineux flottants. Elle explique que les pierres magiques sont des cristaux extraits de créatures magiques. Ces pierres, vendues par des aventuriers à la guilde commerciale, sont ensuite achetées par des entreprises comme la leur. Le protagoniste, fasciné, réalise que ces pierres semblent tout droit sorties d'un univers fantastique. La jeune femme montre une bouilloire et explique qu'elle contient une pierre magique traitée, capable d'alimenter des outils magiques. En canalisant son mana, elle fait bouillir l'eau à l'intérieur, impressionnant le protagoniste. Elle explique que les ingénieurs en outils magiques ne se contentent pas de concevoir les objets, mais inscrivent aussi des commandes dans les pierres pour leur donner des fonctions spécifiques. Fasciné, le protagoniste comprend mieux le rôle de ces artisans et se sent inspiré à créer à son tour. Elle explique que les pierres magiques ont différents degrés de pureté. Plus la pureté est élevée, plus elles coûtent cher et permettent d'inscrire des commandes complexes. À l'inverse, les pierres de faible qualité se cassent rapidement et ne peuvent gérer que des fonctions simples, comme chauffer une bouilloire. Il demande à voir la pierre magique qui alimente la bouilloire. Intriguée par son fonctionnement, la jeune femme lui tend alors la pierre, qu'il observe attentivement. En la prenant, il remarque une inscription mystérieuse gravée à sa surface, ce qui le surprend. Le protagoniste, intrigué, demande à Yelena si l'inscription signifie « chaleur ». Elle lui répond qu'il s'agit d'un caractère arcanique simple qu'elle a elle-même gravé. Elle explique que ces pierres, marquées de caractères arcaniques, produisent des effets correspondant à ces symboles. Yelena montre un document intitulé A Magic Affinity Test Sheet, écrit par sa sœur aînée. Elle explique qu'elle peut gérer 3 caractères arcaniques, tandis que sa sœur en maîtrise 8. Le protagoniste, surpris, se demande si ces caractères sont vraiment si faciles à écrire. Yelena réagit vivement, surprise et indignée par une remarque, tandis que le protagoniste s'excuse maladroitement. Elle explique avec passion que créer un caractère arcanique fonctionnel demande des années de travail et que la plupart des ingénieurs n'en maîtrisent même pas 10. Il réalise avec surprise que le caractère arcanique qu'il tient est en fait un kanji qu'il connaît déjà. Il se réjouit intérieurement de cette chance, voyant dans ce script arcanique le cœur de l'ingénierie magique, et pense qu'il pourrait être plus efficace que des astuces liées aux attributs ou au mana. Pendant ce temps, Yelena, détendue, lui assure qu'elle lui apprendra ce script en temps voulu. Le protagoniste, confiant, affirme qu'il peut gérer la partie script. Il se réjouit à l'idée de prototyper des outils comme un jeu de puzzle, convaincu que cette méthode surpassera la fabrication traditionnelle. Yelena, un peu agacée, lui reproche son air suffisant, tandis que notre héros s'enthousiasme à l'idée de construire un système de climatisation. Il annonce qu'il sait quoi faire et propose de fabriquer un allume-feu. Yelena, surprise, demande s'il parle bien d'un briquet, mais il préfère commencer par des allumettes.
jugeant les briquets trop longs à concevoir, il explique qu'il veut créer une version améliorée du silex et de l'acier. Yelena réalise à quel point les allumettes sont pratiques, s'étonnant qu'une seule friction suffise à produire une étincelle, contrairement au silex qui demande plusieurs coups. Elle commence à envisager la possibilité de produire ces allumettes en masse et à moindre coût. Notre héroïne comprend alors que ce simple outil pourrait révolutionner leur monde où le feu est une ressource précieuse. Déterminé, notre héros serre le poing avec conviction, prêt à relever ce nouveau défi. Il affirme avec assurance qu'ils peuvent réussir et lance un appel à l'action pour concrétiser leur premier projet dans ce monde inconnu. La flamme naissante symbolise l'étincelle de leur ambition et de leur espoir. Notre GA semble épuisé et dépassé, entouré d'une atmosphère lourde de confusion. Malgré les apparences, il avoue ne pas aller bien, réalisant que ce qu'il pensait être simple s'avère en réalité beaucoup plus compliqué. Un autre personnage, souriant, s'inquiète de son état, tandis que la tension persiste en arrière-plan. Notre GA admet avoir utilisé le script d'Arcane comme un simple raccourci, gravant négligemment le symbole du feu avant d'y verser du mana. Ce geste imprudent suscite la surprise et l'incompréhension chez ses compagnons, tandis qu'un feu intense éclate devant eux. Notre GA admet avoir réussi à éteindre le feu, mais Yelena l'a surpris en plein échec. Il réalise que graver des kanji sur des pierres magiques fonctionne, mais qu'il est difficile de maîtriser à la fois la puissance du feu et sa facilité d'allumage sans que l'un ne casse l'autre. Frustré, il avoue avoir frappé un mur et comprend qu'il faudra beaucoup de finesse pour transformer cette technique en un produit viable. Notre GA reconnaît sa naïveté en pensant pouvoir écraser les anciennes méthodes avec des connaissances modernes. Richter l'encourage en soulignant que ce qu'il entreprend pourrait bouleverser les fondations du monde, même si la tâche s'annonce difficile. Jantoku, ému, remercie chaleureusement son ami, qui lui propose de faire une pause et de partager un verre ce soir. Notre GA savoure enfin un repas bien mérité, visiblement ravi par la qualité du ragoût. Autour de lui, l'ambiance chaleureuse de la taverne invite à la détente et à la convivialité. Une serveuse souriante apporte encore plus de gaieté à ce moment de répit bienvenu. Notre GA et son ami discutent de la richesse culinaire du quartier, comparant la qualité de la nourriture et des boissons à celle de chez eux. Enthousiasmé par l'idée de découvrir les lieux, notre héros se montre curieux à l'idée de faire un tour des bars, tandis que son ami se propose déjà de lui recommander quelques adresses. Notre GA confie qu'il aimerait retrouver ici le même mode de vie qu'il menait auparavant, travailler à son propre rythme, profiter de bons repas et voyager pendant ses jours de repos. Il espère pouvoir recréer cette existence dans ce nouveau monde. Malgré ses efforts acharnés, il commence à douter de ses progrès. En observant une fissure dans un mur, le protagoniste s'interroge sur la méthode de réparation utilisée, qui ne ressemble ni à du mastic ni à du ciment. Son ami lui explique alors qu'ils utilisent du slime, une créature magique, pour reboucher les murs, ce qui surprend vivement notre héros. Son ami lui explique que le slime est d'abord bouilli pour devenir une substance gluante qui durcit en refroidissant, ce qui le rend idéal pour reboucher les murs. Ce matériau, bien que pas très résistant, est peu coûteux et facile à manipuler, ce qui le rend très populaire. Notre GA réalise que même les monstres peuvent avoir des usages pratiques dans ce monde. Notre GA, soudainement motivé, décide de tenter une nouvelle approche. Il remercie Richter et s'élance, déterminé à mettre son idée à l'épreuve. Autour de lui, les habitants observent, intrigués par son empressement. Quelques jours plus tard, dans le bureau de Sandrone, une femme déterminée arrive, prête à entendre le rapport tant attendu. Elle exprime son impatience, rappelant qu'on lui avait promis des nouvelles importantes. Notre GA ne peut s'empêcher de remarquer l'apparence négligée de Jantoku, qui affiche une barbe et des cheveux en bataille. Jantoku lui répond sèchement qu'il devrait plutôt s'occuper de lui-même, insistant sur l'importance de la présentation. Pendant ce temps, la femme au manteau de fourrure souligne que le temps presse, car les réserves d'énergie diminuent rapidement. Notre GA présente fièrement sa nouvelle invention, un allume-feu qu'il appelle Magic Stone Match ou simplement un match. Intriguée, la femme demande des explications tandis qu'il s'apprête à faire une démonstration. La femme, captivée, observe la flamme naissante avec surprise, son regard s'illumine, marquant l'impact de la démonstration. Notre GA, confiant, commence à expliquer le fonctionnement de son invention. Notre GA détaille la composition de la tête de son allume-feu, fruit d'un mélange précis de slime et de poudre de pierre, soulignant la difficulté d'ajuster la puissance du feu. Il allume ensuite un match pour prouver son efficacité, affichant un sourire confiant en affirmant que son invention est facile à utiliser. La femme écoute attentivement, intriguée par les possibilités de production en masse et le faible coût des matériaux. La femme reconnaît avec un sourire que le protagoniste a du talent. Malgré elle,
elle confirme qu'il a bien découvert le caractère magique du feu et qu'il peut désormais envisager une production de masse. Enthousiaste, un homme félicite Jean Toku et annonce le lancement de la fabrication en série des Magic Stones. Notre GA refuse l'argent et propose de travailler 1 an sur place pour apprendre le fonctionnement des affaires dans ce monde. Il annonce son intention de créer une entreprise spécialisée dans le développement d'outils magiques, tout en externalisant la publicité et les ventes à la société de ses interlocuteurs. Ses partenaires, surpris, commencent à comprendre son plan d'indépendance. Notre GA questionne l'intérêt qu'il pourrait tirer d'un tel arrangement, préférant être embauché plutôt que lié. De son côté, la jeune femme semble troublée par cette idée de dépendance. Pendant ce temps, un homme autoritaire impose à une autre femme des obligations familiales strictes, insistant sur son rôle au sein du foyer. La jeune femme se sent prisonnière des obligations familiales qui dictent son éducation et son mariage, sans lui laisser de choix personnel. Malgré ce carcan, elle nourrit l'espoir de diriger un jour cette maison, consciente que sa situation actuelle n'est qu'une cage dorée. Notre GA exprime son désir de retrouver sa liberté d'antan, insistant sur la nécessité de fonder sa propre entreprise et d'établir ses propres règles pour créer sans contrainte. Il veut travailler dur, s'amuser pleinement et se consacrer à ses passions, notamment en développant divers outils magiques. La jeune femme, impressionnée, reconnaît cette philosophie, tandis qu'une autre, plus réservée, avoue lui devoir beaucoup, même si ce mode de vie lui semble difficile à accepter. Notre GA affirme avec conviction qu'il vit pleinement dans ce monde, libre et en quête de plaisir. Son regard déterminé reflète son désir de profiter de chaque instant sans contrainte. La jeune femme l'écoute, touchée par cette déclaration d'indépendance. L'homme accepte la demande avec enthousiasme, convaincu que les allumettes mat et CH deviendront un produit phare, générant d'énormes profits grâce à leur usage quotidien. Une femme, malicieuse, regrette que la récompense ne soit pas elle-même, ce qui surprend vivement la jeune fille à ses côtés. Notre GA refuse fermement toute proposition, affirmant qu'il n'a aucun intérêt. La jeune femme explique alors qu'elle n'a pas l'intention de se marier, préférant rester libre et célibataire. Cette déclaration provoque une réaction outrée chez une autre, tandis que la première éclate de rire, déconcertant ses interlocuteurs. La jeune femme affiche un sourire radieux en affirmant qu'elle refuse catégoriquement le mariage, partageant ce choix avec le protagoniste. Ce dernier, amusé, répond simplement « Très bien », une complicité naît entre eux, surprenant ceux qui la croyaient distante, tandis qu'ils se serrent la main avec un nouveau respect mutuel. La jeune femme annonce qu'elle va commencer à lui enseigner le commerce dès aujourd'hui, ce qui surprend vivement le professeur Sandrone. Elle insiste pour qu'il lise tous les documents avant demain, montrant une rigueur inattendue. Le professeur, impressionné, reconnaît en elle une reine redoutable. Notre GA s'investit pleinement dans son apprentissage, déterminé à gagner en indépendance. Malgré la quantité de travail et d'efforts, il est prêt à tout pour construire une seconde vie qui en vaille la peine. 1 an plus tard, ses efforts acharnés commencent à porter leurs fruits, montrant sa progression constante. Notre GA dévoile fièrement l'enseigne de sa nouvelle entreprise. Inspiré de son ancienne boutique, il se lance enfin dans la création de sa propre société, prêt à entamer un nouveau chapitre vers une vie plus sereine. Elle explique avec assurance que, puisqu'ils ont eux-mêmes utilisé ces allumettes, ils comprennent qu'il n'est pas nécessaire de lutter pour créer une flamme. Elle souligne que ces outils sont aussi pratiques pour les clients, et accuse ceux qui s'y opposent de ne penser qu'à leurs propres intérêts, remettant en question leur éthique de commerçant. Elle rassure les commerçants en leur expliquant qu'ils ne sont pas là pour les écraser, mais qu'ils deviendront eux-mêmes des boutiques spécialisées dans le partage du feu. Elle annonce que ces boutiques seront sous-traitantes de la compagnie Alexandrite et qu'une grande campagne marketing sera lancée pour promouvoir les allumettes dans la ville. Convaincue du succès assuré, elle promet une hausse des profits, ce qui provoque la colère d'un commerçant attaché à la tradition familiale. Un commerçant exprime sa colère face à la proposition de changer l'enseigne, rappelant qu'ils ont protégé ce symbole bien avant la naissance de la jeune Sandrone. Il refuse catégoriquement cette idée, la qualifiant d'absurde et insensible envers la tradition. Le jeune homme tente de convaincre son père qu'ils peuvent continuer à gérer la boutique comme un magasin d'allumettes, même s'ils ne sont plus spécialisés dans le partage du feu. Ce dernier, visiblement contrarié, se retourne brusquement. Un autre homme explique qu'il ne possède pas assez d'attributs liés au feu pour maintenir l'activité comme avant, admettant ses limites. Le père explique que le don du feu est rare et que même si lui le possède, son fils ne l'a pas forcément, ce qui complique la continuité de la boutique. Le jeune homme confie son désir de maintenir le magasin, même sans partager le feu, pour préserver l'héritage familial. Une jeune femme remarque à quel point ce lieu compte pour lui, soulignant l'importance de cette tradition.
Le jeune homme explique qu'il a grandi en observant ses parents et qu'il a choisi de poursuivre leur travail familial par respect. Il admet avoir légèrement modifié l'activité, mais affirme que l'essence même du métier est restée intacte. Un autre personnage suggère que le fils du père souhaite continuer à protéger ce que ce dernier a bâti. Le père, avec un sourire chaleureux, accepte finalement la décision de son fils et lui confie officiellement la boutique. Le jeune homme, ravi, reçoit cette reconnaissance comme un encouragement à poursuivre l'héritage familial avec fierté. L'annonce du passage au commerce d'allumettes suscite un vif enthousiasme parmi les employés, qui se précipitent pour s'inscrire. Le père, un peu débordé, tente de calmer tout le monde en demandant de faire la queue. Une femme souriante reconnaît rapidement l'ampleur des nouveaux contrats, soulignant la rapidité du changement. Dans une autre pièce, plusieurs personnages discutent sérieusement de la nouvelle stratégie commerciale, acceptant que les situations diffèrent mais qu'il faut désormais penser à l'avenir avec la compagnie Alexandrite. Un homme en uniforme répond respectueusement à une femme d'autorité, confirmant leur engagement. Déterminée, elle ordonne d'établir un calendrier de livraison pour fournir des allumettes à la famille royale Edelstein. Elle insiste pour sécuriser cette connexion coûte que coûte, révélant son ambition de gravir les échelons. Deux hommes, surpris, constatent qu'elle ne pense qu'à monter en puissance. Les allumettes rencontrent un succès fulgurant, devenant un produit indispensable aussi bien pour les foyers que pour les aventuriers. La famille royale les approuve officiellement, faisant de ce commerce l'activité principale d'Alexandrite. Pendant ce temps, notre héros travaille sans relâche, étudiant la magie et accumulant connaissances et ressources pour profiter pleinement de sa nouvelle vie. Un an plus tard, le jour tant attendu est enfin arrivé, l'ouverture officielle de la boutique. Le panneau fraîchement installé donne une vraie légitimité au commerce, suscitant l'enthousiasme des présents. Jean Toku reçoit les félicitations de ses proches, fier de voir son projet prendre forme. Des invités arrivent spécialement pour féliciter notre héros et lui offrent un cadeau en signe de soutien. Jean Toku les invite chaleureusement à entrer, tandis que ses proches quittent les lieux en le saluant avec enthousiasme. L'ambiance est à la fois joyeuse et prometteuse pour la suite. Les invités commentent les installations déjà en place, soulignant que la maison est prête à être habitée avec tout le nécessaire. Notre héros, déjà en pleine réflexion, évoque ses besoins pour équiper au mieux le lieu, surprenant ses compagnons par son anticipation. Une ambiance à la fois sérieuse et légère s'installe autour des préparatifs. Une discussion animée s'engage autour du café, opposant ceux qui le préfèrent au thé. Notre héroïne défend avec passion la qualité du café, tandis qu'un homme souriant évoque ses idées pour son propre commerce, montrant un carnet où il note ses projets. L'échange révèle une complicité naissante et une admiration mutuelle. Une discussion s'engage sur la possibilité de développer des prototypes dans cet atelier de Magitech, avec une certaine prudence exprimée par notre héros qui ne souhaite pas trop se faire connaître pour préserver ses jours de repos. Il évoque aussi l'idée de créer des objets ludiques, ce qui le motive particulièrement. Son interlocutrice remarque son enthousiasme retrouvé, soulignant que travailler en solo semble lui convenir parfaitement. Après une année de collaboration, une conversation légère révèle que notre héros refuse toujours de se laisser contraindre, préférant vivre et travailler à sa manière. Son interlocutrice remarque son inébranlable détermination, tandis qu'une autre question, teintée d'espoir, s'élève sur leur avenir commun, même dans la vieillesse. Notre héros sourit avec sincérité, saluant ses compagnons de travail comme de véritables partenaires. Une atmosphère de camaraderie et de satisfaction se dégage alors qu'ils partagent un moment de détente après leurs efforts communs. La croissance de leur entreprise est une bonne nouvelle, mais elle pèse aussi sur les épaules de la dame. Sa présence a pourtant réussi à la détendre considérablement. Conscients des défis à venir, ils insistent pour qu'elle ne porte pas tout le fardeau seule et promettent de bientôt solliciter leur aide. Notre héros contemple avec fierté son nouveau château, symbole de son accomplissement. Déjà, il se met à imaginer un gadget Magitech capable de venir en aide à ses précieux compagnons. Jean Toku passe à l'action, déterminé à soutenir son équipe. Ce monde possède aussi 4 saisons, avec des températures annuelles proches de celles du Japon, ce qui rend la vie plus confortable. Alors que l'été approche, une envie grandissante s'empare de lui. Il soupire, aspirant à une bière glacée bien méritée. Le vin offert en cadeau d'ouverture était exceptionnel, sans doute un cru très raffiné. Pourtant, par cette chaleur accablante, ce qu'il désire vraiment, c'est une bière bien fraîche. Après avoir transpiré à grosses gouttes sous la chaleur, il savoure déjà l'idée de ce plaisir inégalé, prêt à se lancer avec enthousiasme. Le protagoniste s'apprête à utiliser une caisse remplie de pierres magiques de gobelins. Il commence à graver des kanji sur ces pierres pour leur conférer des effets, une méthode qu'il considère comme un véritable atout. Satisfait,
il prépare déjà la suite du processus avec enthousiasme. Le protagoniste réfléchit à son prototype de réfrigérateur à eau, mais il sent que quelque chose cloche, il réalise que seule la pierre magique refroidit, tandis que l'intérieur reste à peine frais, ce qui l'amène à envisager une meilleure étanchéité pour améliorer son invention. Le protagoniste observe l'éclat du slime, admirant sa texture unique, il décide d'utiliser un joint d'étanchéité pour améliorer son invention, convaincu que le slime, aussi surprenant soit-il, est un outil précieux. Enthousiaste, il prévoit de tester différentes pierres magiques pour optimiser son prototype. Le protagoniste présente fièrement son prototype de réfrigérateur avec machine à glaçons, il a gravé le kanji l'air froid sur une pierre de gobelin pour lui conférer ses propriétés refroidissantes. Conscient des limites actuelles de son invention, il envisage d'améliorer la durabilité et la puissance avant de demander conseil à quelqu'un d'autre. Le protagoniste croise un vieil ami dans la rue, qui le reconnaît immédiatement comme le fameux Magitech Guy. Ils échangent quelques mots sur la réussite de la boutique, confirmant que les affaires vont bien, l'ambiance est détendue et chaleureuse, signe de leur complicité retrouvée. Le vieil ami raconte avec joie que vendre du feu est devenu bien plus facile, ce qui a augmenté les profits et permis d'embaucher un commis. Grâce à cette aide, il a pu prendre du temps pour sa famille, les emmenant même en voyage à l'étranger. Malgré les petites disputes, il savoure enfin un équilibre entre travail et vie personnelle, reconnaissant que ces changements leur ont vraiment sauvé la mise. Le vieil ami exprime sa gratitude envers les autres boutiques de partage de feu, soulignant que beaucoup de jeunes hommes ont fini par se marier grâce à cette réussite. Il évoque aussi ceux qui étaient trop occupés pour trouver une épouse, avant que le protagoniste ne demande de continuer à les soutenir. Au sein de la guilde des aventuriers, Jean Toku attire l'attention en entrant, visiblement essoufflé, il échange rapidement avec Exan, qui lui demande la raison de son agitation. Jean Toku explique qu'il est désormais indépendant et lui tend une carte professionnelle, signe de son nouveau statut. Jean Toku explique qu'il préfère travailler en solo, car c'est dans cette tranquillité qu'il trouve ses meilleures idées. Il évoque notamment un appareil Magitech capable de refroidir les boissons à la perfection, un projet qui semble prometteur. Exan, intrigué, reconnaît la réussite récente d'Alexandrie Trading et s'intéresse aux détails. Jean Toku partage son rêve d'une boisson aussi fraîche que l'eau de montagne, imaginant à quel point ce serait incroyable. Le protagoniste, enthousiaste, comprend immédiatement l'idée et avoue qu'il en voudrait une lui aussi, surtout si le verre est également rafraîchi. Leur complicité grandit autour de ce projet prometteur. Le protagoniste explique le système de notation des monstres, où les gobelins sont au plus bas avec 1 étoile, et les dragons au sommet avec 10 étoiles. Il précise que la valeur augmente avec la rareté et la puissance du monstre, évoquant leur stock actuel principalement composé de loups et orques métalliques notés 5 étoiles. Une nouvelle idée germe alors, suggérant qu'un classement à 3 étoiles serait idéal. 3 femmes arrivent ensemble, chacune affichant une expression déterminée et confiante, leur allure contraste, mêlant force et élégance. Tandis qu'elles franchissent une porte sous un ciel lumineux, leur présence annonce un nouveau tournant dans l'aventure. Les 3 femmes se présentent, Ao, Rosso et Blanche, chacune affichant une forte personnalité. Elles discutent avec enthousiasme de la capture de vin de la Condor, précisant que ces pierres précieuses sont notées 3 étoiles, idéales pour leur projet. L'échange révèle aussi l'intérêt porté à la magie et à la technologie, tandis qu'elles interrogent Jean Toku sur ses compétences d'ingénieur Magitech. La surprise est totale lorsqu'on évoque un appareil Magitech capable de créer de la glace, une invention inconnue lors de leurs nombreuses quêtes. Jean Toku admet qu'il n'a pas encore terminé le projet, mais qu'il est très proche d'y parvenir. Face à leurs demandes, il explique qu'il vient juste d'ouvrir sa boutique et ne prend pas encore beaucoup de commandes. Les 3 femmes réclament l'adresse de la boutique de Jean Toku, enthousiaste à l'idée de venir lui rendre visite. Ce dernier accepte avec un sourire et leur tend un plan. Sur un ton joyeux, elles prennent congé en promettant de revenir bientôt. Jean Toku, satisfait, examine les pierres précieuses qu'il vient de récupérer. Il se prépare à les travailler pour finaliser son invention, le frigo magique, avec impatience et détermination. Jean Toku sort des glaçons du congélateur avec soin, il les dépose dans un bol, puis les goûte du bout des doigts. Satisfait, il confirme enfin que la glace est parfaite, déclarant que c'est prêt. Le métier d'ingénieur Magitech ne se limite pas à créer des objets, il y a encore beaucoup à faire. La particularité de ce monde est qu'il faut déposer une demande officielle pour enregistrer les scripts magiques. Notre héros explique que sans cette démarche, personne ne saura que le script lui appartient, même s'il utilise un pouvoir comme l'air froid pour son dispositif. Jean Toku détaille la procédure officielle pour enregistrer un script magique, déposer la demande auprès de la guilde commerciale,
faire vérifier le script, puis obtenir son enregistrement. Il souligne que sans cette formalité, utiliser un script enregistré sans autorisation entraîne des sanctions sévères, pouvant même empêcher de faire du commerce. Il reconnaît que ces systèmes ordonnés sont finalement bénéfiques. Soudain, une femme élégante fait irruption, surprenant notre héros qui ne s'attendait pas à cette visite. Elle s'excuse d'avoir fait peur et explique qu'elle passait juste par là. Son arrivée inattendue semble promettre un nouveau développement. Jean Toku propose de montrer quelque chose à ses invités, tout en réalisant qu'il n'a jamais acheté de thé pour les recevoir correctement. Il envisage de se renseigner pour trouver une bonne boutique et plaisante sur l'idée d'acheter du thé comme une personne normale. Ses invités, assis, semblent attendre avec curiosité. Alors qu'il verse un verre rempli de glaçons pour rafraîchir ses invités, une expression de surprise intense traverse soudainement leur visage. Quelque chose d'inattendu vient de se produire, captant toute leur attention. La découverte de glaçons dans les verres provoque une réaction de choc et d'incrédulité chez les invités. Ils répètent avec stupéfaction le mot glace, ne comprenant pas comment cela a pu arriver. Jean Toku tente de calmer les esprits face à cette surprise inattendue. Jean Toku explique fièrement qu'il a fabriqué un réfrigérateur avec une machine à glaçons, montrant même la fiche technique. Les invités, toujours sous le choc, s'interrogent sur la provenance de ces glaçons. Pendant ce temps, une femme au regard perçant fait face à un tigre menaçant, tandis qu'un autre personnage, soulagé, avoue avoir cru qu'il allait se faire dévorer. Une femme exprime son étonnement face à l'invention du protagoniste, se demandant ce qui peut bien se passer dans sa tête. Ce dernier explique que, avec la fin de l'été, les gens souhaitent des boissons froides, ce qui permettrait au restaurant de proposer des plats et boissons avec de la glace. Il précise qu'il a utilisé une pierre rare, une pierre de Condor de la, pour le prototype de sa machine à glaçons, ce qui suscite la réflexion chez son interlocutrice. Il discute de la durabilité des pierres à utiliser pour la machine à glaçons, soulignant que les pierres de qualité supérieure sont trop coûteuses pour beaucoup. Jean Toku propose alors de confier l'équilibrage à Yelan, tandis qu'une idée de location pour rendre l'invention plus accessible est évoquée. Jean Toku explique qu'au lieu de vendre sa machine à glaçons, il serait plus judicieux de la louer, comme cela se fait couramment dans son monde. Il propose de fixer un prix d'entrée accessible pour la location, avec des frais supplémentaires en cas de réparation, pris en charge par la société. Cette solution permettrait aux clients de louer la machine uniquement quand ils en ont besoin, ce qui est plus pratique et réduit les obstacles à l'achat. La jeune femme reconnaît que certaines Magitech sont très coûteuses, ce qui limite leur clientèle. Jean Toku suggère alors que la location pourrait augmenter considérablement l'utilisation de la machine, malgré le prix élevé. Sur ordre de la dame, Richter se voit confier la tâche de gérer les formalités administratives et d'emmener le prototype avec lui. La dame ordonne que Yelan dirige les ingénieurs pour analyser rapidement le prototype en vue d'une production avant l'été. Elle annonce également une rémunération pour l'idée et la mise en place du système de location, promettant des royalties une fois le produit commercialisé. Jean Toku, surpris, demande s'il peut vraiment accepter une telle somme. Jean Toku remercie chaleureusement le protagoniste, admiratif de son ingéniosité. Ce dernier reconnaît que Jean Toku réussit toujours à surprendre avec ses idées audacieuses. Une nouvelle détermination semble naître en lui, prêt à poursuivre ses projets malgré ses plans initiaux. La tension monte soudainement entre eux, leurs regards se croisent avec intensité. La femme saisit la cravate du protagoniste, marquant un moment chargé d'émotions et de défis. Leur proximité crée une atmosphère électrique, pleine de non-dits. Son regard intense et son sourire en coin trahissent une excitation sincère, qu'elle attribue directement au protagoniste. Elle avoue qu'à cause de lui, elle est trop impatiente pour trouver le sommeil. La femme donne l'ordre de partir, et Richter obéit sans hésiter. Jean Toku, essoufflé et blessé, sourit en reconnaissant qu'il a frôlé le pire. Malgré tout, il garde son sens de l'humour face au danger qu'il vient de traverser. Le réfrigérateur tant attendu avec un fabriqueur de glace est enfin terminé, mais Jean Toku laisse les derniers ajustements à Yelan. Il se sent étrangement vide une fois son travail achevé, malgré l'excitation des royalties à venir. Alors qu'il s'apprête à partir, il est interrompu par la sécurité qui le reconnaît comme ingénieur Magitech. Jean Toku confie qu'il a envie de poisson, mais n'a pas encore trouvé de bon endroit. La sécurité lui recommande alors Manakes Taverne dans le quartier des restaurants, célèbre pour ses poissons grillés, salés et séchés. Enthousiasmé, notre héros écoute attentivement d'autres suggestions culinaires, ravi par ses conseils gourmands. Jean Toku plaisante sur son envie d'une visite guidée, mais la sécurité lui explique qu'il travaille de nuit. Il discute ensuite des difficultés à s'éclairer avec des torchets, avant que notre héros ne révèle que les allumettes facilitent désormais l'allumage du feu.
Soudain, la sécurité lui demande de patienter un instant, ce qu'il accepte. La sécurité montre un objet au protagoniste en lui expliquant qu'il suffit d'appuyer sur un interrupteur et d'y injecter un peu de mana. Intrigué, notre héros active le dispositif et s'étonne de la lumière qu'il produit. La sécurité tente de le rassurer face à sa surprise. La sécurité présente un dispositif d'éclairage artisanal, composé d'une pierre gobeline gravée du mot « lumière », insérée dans un tube solide fixé sur une casquette. Elle affirme que c'est bien plus pratique qu'une torche. Impressionné, Jean Toku est invité à tester l'objet ce soir et à donner son avis, tandis que son créateur admet que c'est une invention spontanée encore en phase d'amélioration. Jean Toku remercie la sécurité pour la recommandation culinaire avant de s'éloigner. Il admire en silence le travail des ingénieurs Magitech. Installé à table, il savoure un repas copieux, satisfait par cette soirée simple mais parfaite. Le lendemain, notre héros sort de chez lui en se demandant ce qu'il va faire de sa journée. Soudain, une femme à l'allure dynamique lui demande s'il veut participer à quelque chose, le surprenant au point qu'il en lâche son sac. Pris de court, Jean Toku se reprend en s'interrogeant sur la présence inattendue de la femme. Celle-ci, ferme et déterminée, lui ordonne de ne plus partir seul à l'aventure, révélant une inquiétude profonde à son égard. Le héros, déconcerté, ne sait que répondre face à cette mise en garde. Jean Toku confronte un ingénieur Magitech, lui reprochant de ne pas pouvoir se débarrasser aussi facilement de ses créations. Il exige que toute nouvelle invention lui soit d'abord présentée pour validation. Pendant ce temps, une femme s'approche, intriguée par la discussion. Un ingénieur Magitech rayonne d'enthousiasme en vantant les mérites d'une nouvelle lampe portative qui éclaire parfaitement où que l'on regarde. La femme, visiblement surprise, tente d'intervenir dans la conversation tandis que les deux hommes discutent des détails techniques et des améliorations possibles pour leur dernière invention. L'ingénieur, enthousiaste, propose d'améliorer la lampe et invite le héros à tester la nouvelle version gratuitement. En échange de ses retours, Jean Toku, surpris, accepte avec gratitude. Une femme intervient alors, visiblement contrariée, prête à réprimander l'ingénieur. Jean Toku, le regard sérieux, s'apprête à dire quelque chose d'important à la femme qui l'écoute attentivement. Suspendue à ces mots, une tension palpable s'installe entre eux, comme si ce qu'il allait révéler allait changer la donne. Jean Toku affirme qu'il ne veut pas régler leurs différends avec des objets ou des scores, mais par l'égalité réelle. Il explique qu'il agit parfois seul, prétend ses idées directement, car il tient à rester libre et indépendant. Avec détermination, il reproche à son interlocutrice de ne pas respecter cette égalité en imposant toujours sa manière de faire. Elle reconnaît enfin qu'elle a été égoïste et admet ses torts avec une certaine douceur. Jean Toku, soulagé, lui assure que tout va bien et qu'il a aussi été un peu dur. Un apaisement naît entre eux, marquant un tournant dans leur relation. Elle avoue qu'elle veut en partie protéger son talent, mais surtout le monopoliser. Il est l'un des rares hommes à lui parler franchement, sans se laisser dominer par ses caprices, ce qui la séduit. De son côté, il minimise ses qualités, trouvant qu'elle le surestime. Elle sourit avec douceur, évoquant la beauté d'un partenariat équilibré, signe d'une nouvelle harmonie entre eux. Un homme s'excuse humblement pour les désagréments causés par sa dame, expliquant qu'il n'a pas pu l'arrêter. Son interlocuteur le rassure en lui disant de ne pas s'en faire, tout en évoquant la difficulté que traverse cette femme. Une légère complicité naît entre eux, marquée par une pointe d'humour sur la situation tendue. Un homme remarque à demi-mot la confiance qu'elle accorde au protagoniste. Ce dernier prend cela avec humour. Il reçoit alors des instructions pour récupérer des plans et prototypes importants, qu'il accepte de prendre en charge lui-même. Malgré une proposition d'aide, une nouvelle responsabilité lui est confiée, marquant un tournant dans ses tâches à venir. Jean Toku se remémore comment Sandrone lui a sauvé la vie lorsqu'il a été projeté dans un autre monde. Il ressent une dette qu'il sait ne jamais pouvoir rembourser entièrement, mais il promet de protéger sa vie paisible à sa manière. Avec un sourire déterminé, il invite à attendre de lui de bonnes choses, affirmant ainsi leur relation d'égal à égal. La guilde commerciale s'occupe de toutes les affaires liées aux entreprises, comme les ouvertures de commerce, les brevets, ainsi que l'enregistrement des sorts magiques. Soudain, une personne s'adresse vivement à Jean Toku, semblant surprise ou inquiète. Jean Toku sourit en taquinant Gloria, lui rappelant que les ingénieurs Magitech déposent souvent des scripts magiques. Gloria, étonnée, avoue ne jamais avoir vu un tel rythme de soumission aussi rapide et fréquent. Elle commence à réaliser que la production de Jean Toku pourrait bientôt envahir tout l'espace disponible. Un homme parle de sa fille qui s'est récemment lancée à son compte, ouvrant une petite boutique de fleurs. Son rêve d'enfance. Malgré la taille modeste de son commerce, elle réussit très bien. Sa mère, souriante,
confirme que sa fille travaille dur et souligne les difficultés du travail en solo, tout en reconnaissant ses succès. Un homme vante les qualités de sa fille, fier de son indépendance et de son succès dans sa boutique de fleurs. On lui propose de trouver un partenaire pour l'aider, mais il refuse fermement le mariage. La conversation se termine sur une note légère, avec une remarque taquine sur son éloquence. Le protagoniste annonce la fin du classement des scripts magiques. Il réfléchit ensuite à la nature de cette boutique de Magitech, soulignant que créer ne se résume pas à produire, mais implique aussi un investissement personnel. Le protagoniste observe l'abondance d'articles Magitech, mais aussi une large gamme de produits du quotidien. Comparant l'endroit à un centre commercial, il se prépare à prendre quelques articles utiles avant de partir. Le protagoniste est surpris par la soudaine apparition d'un groupe de 3 femmes, dont une lui demande si le Magitech pour faire de la glace est terminé. Il confirme que le produit, issu de la guilde, sera bientôt disponible sur le marché. L'ambiance est chaleureuse, marquée par un ton amical et enthousiaste. Un trio d'aventurières se présente enfin, chacune dévoilant son nom et son rôle au sein du groupe. Red Camellia of Fresh Blood, Blanche, la mage blanche, Rosso, l'épéiste, et Ao, l'assassin, affiche un enthousiasme communicatif. Le protagoniste se présente comme Jean Toku, de l'atelier Oda Magitech. Interrogées sur leur préparation, les 3 aventurières confirment qu'elles s'équipent pour un voyage. Elles expliquent qu'un monstre a déchiré leur tente de camping récemment, et qu'elles sont venues en acheter une nouvelle. Les aventurières expliquent que les tentes actuelles sont lourdes et difficiles à monter, ce qui complique leur quotidien. Elles cherchent une tente plus pratique, car le problème dépasse leur simple besoin d'équipement. Le protagoniste réalise que cette situation est aussi un enjeu important pour lui. Le protagoniste se remémore les plaisirs simples du camping, monter une tente comme un camp de base, allumer un feu de camp et savourer un café sous les étoiles. Malgré une expérience en camping-car, il se considère avant tout comme un amateur de camping traditionnel. Il apprécie ces moments de détente où nourriture et boissons prennent une saveur particulière à la nuit tombée. Le protagoniste décide de créer lui-même un équipement de camping pratique et léger. Sa résolution surprend les aventurières, qui ne s'attendaient pas à une telle initiative. Il est déterminé à fabriquer un matériel adapté aux besoins du terrain. L'enthousiasme monte alors que le protagoniste décrit une tente légère qui se monte en quelques secondes. Les aventurières, surprises, réagissent avec une excitation palpable, impatientes de connaître le prix. L'ambiance est électrisée par cette idée innovante qui promet de faciliter leurs expéditions. Le protagoniste admet que son projet n'en est encore qu'au stade de concept, avec le design principalement dans sa tête, mais qu'il doit encore se procurer les matériaux nécessaires. Une aventurière enthousiaste se propose alors de l'aider, rappelant fièrement qu'elle forme une équipe S-rank capable de tout obtenir. Le héros réalise que ces jeunes sont vraiment des éléments précieux pour son projet. Les aventurières assurent qu'elles peuvent se charger de la chasse et de la collecte, prêtes à tout rapporter pour le projet. Le protagoniste, surpris, s'inquiète du coût élevé que cela pourrait engendrer, doutant de pouvoir se permettre leur service. L'une d'elles le rassure immédiatement, confirmant qu'elles sont prêtes à aider si on le leur demande. Le protagoniste lance officiellement sa demande de mission. Les aventurières, enthousiastes, acceptent immédiatement, chacune exprimant leur volonté de s'impliquer activement, notamment en souhaitant une tente facile à utiliser. Ces jeunes aventurières deviennent les premiers clients indépendants du héros, qui se sent déjà motivé à se lancer pleinement dans ce nouveau projet. Leur enthousiasme est communicatif et promet une collaboration dynamique. Le protagoniste réalise qu'il vient de recevoir sa toute première commande officielle à l'atelier Oda Magitech. Il réfléchit à cette demande un peu soudaine, qui concerne la fabrication d'une tente. Le groupe arrive devant un bâtiment en bois, manifestement une entreprise locale. L'un d'eux demande à un homme s'il s'agit bien de sa société, ce à quoi il répond avec un sourire confiant. Le groupe remarque que l'endroit ressemble plus à un atelier ou un entrepôt qu'à une véritable entreprise. L'homme explique que les ventes sont externalisées ailleurs, tandis que le protagoniste exprime son souhait de voir toutes sortes de Magitech. L'homme propose alors de commencer à dessiner des plans et invite le groupe à rester pour observer. Le groupe exprime son intérêt à observer le travail, même si l'homme doute que ce soit très amusant à regarder. Il plaisante en se sentant comme un professeur avec ses élèves en sortie scolaire, puis, il se met à dessiner des plans sous le regard curieux des membres du groupe. Le protagoniste explique qu'il s'agit d'un schéma de développement représentant la tente dépliée. Le groupe, intrigué, admire la capacité à visualiser mentalement la tente avant de la dessiner. L'émerveillement est palpable devant cette méthode ingénieuse. Le protagoniste termine son dessin avec satisfaction et se concentre maintenant sur le choix des matériaux.
il cherche une pièce en forme de tige, à la fois flexible et incassable, tandis que ses compagnons expriment leur souhait d'avoir un matériau léger. Une proposition surgit, utiliser un duralumin Snakebone, un matériau flexible et léger. Le protagoniste semble intrigué par cette suggestion, cherchant à comprendre cette option pour la structure de la tente. Il découvre que le duralumin Snakebone est inspiré d'un monstre serpent possédant un seul os flexible, léger et durable, bien que moins résistant que les armes ou armures. Cette révélation le fait réfléchir, car ce matériau est un alliage d'aluminium utilisé pour les cadres et piquets de tente chez lui, ce qui lui semble être une coïncidence frappante. Intrigué, il envisage sérieusement cette option pour la structure de la tente. L'un des compagnons, souriant avec enthousiasme, propose de se charger de se procurer ce matériau innovant. Sa confiance et sa bonne humeur contrastent avec la réserve des autres membres du groupe, qui l'écoutent attentivement. Le protagoniste observe cette dynamique, pesant les possibilités offertes par cette nouvelle option. Le groupe arrive enfin, un sourire radieux illuminant le visage de la jeune femme en tête, qui s'excuse joyeusement pour le retard. Derrière elle, ses compagnons affichent des expressions variées, mêlant fierté et détermination. Leur arrivée inattendue suscite surprise et interrogation chez le protagoniste. Il avoue qu'ils sont partis chasser des monstres, ce qui explique leur état abîmé. Une jeune femme précise que ces griffons partagent le même habitat et que c'était leur saison de reproduction, rendant la chasse particulièrement difficile et dangereuse. Une autre membre du groupe ajoute avec humour que s'il s'agissait seulement de serpents en duralumin, ils ne seraient pas dans un tel état. Il s'inquiète soudainement en voyant l'état du groupe et regrette de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Les jeunes femmes, souriantes et décontractées, le rassurent en lui expliquant que ce genre de situation est monnaie courante et fait partie de leur travail. La jeune femme, marquée par les combats, rappelle avec sérieux que pour les aventuriers, une tente n'est pas un simple accessoire à négliger. Son regard déterminé souligne l'importance de la préparation et de la prudence dans leur métier. L'une des jeunes femmes insiste sur le fait que la qualité du campement est une question de vie ou de mort. Son ton grave rappelle l'importance cruciale de la préparation pour assurer leur survie. Le protagoniste écoute attentivement, conscient de la gravité de ses paroles. Elle explique que ce qui met le plus en danger les aventuriers n'est pas les monstres puissants, mais la fatigue. Celle-ci altère le jugement, affaiblit les réflexes, et peut faire tomber même face à des ennemis faibles. Un simple faux pas lors d'une quête de récolte peut ainsi être fatal. Même un peu, transporter la tente représente un fardeau. Cette charge supplémentaire complique les déplacements des aventuriers. Les conditions peuvent tout changer. Traîner une tente jusqu'au campement n'est pas toujours possible, et porter un lourd paquet empêche de se battre efficacement. Les monstres ne feront pas de pause pendant que l'on dépose son équipement, ce qui peut conduire à être attaqué avant même d'être prêt au combat. Elle rappelle que de nombreux compagnons périssent encore aujourd'hui à cause de ces dangers invisibles. C'est la dure réalité du métier d'aventurier, où chaque détail compte pour survivre. Pour lui, les aventuriers n'étaient que des personnages de jeux vidéo et de light novel, des figures idéalisées qu'il ne comprenait pas vraiment. Il réalise que dans le monde réel, les aventuriers sont des êtres de chair et de sang, et que rien ne se passe aussi simplement qu'en fiction. Cette prise de conscience marque un tournant dans sa vision de la réalité. Elle confie avec enthousiasme que l'idée d'une tente légère et facile à monter en quelques secondes lui donne de l'espoir. Selon elle, si un tel équipement existait, les aventures seraient beaucoup moins dangereuses. Cette perspective ravive l'excitation du groupe face aux possibilités d'amélioration de leur quotidien. Elle insiste sur le fait que, même si cela ne concerne que, chaque aventurier partagerait ce sentiment. Son enthousiasme est communicatif, et le groupe semble prêt à écouter sa demande avec attention. Elle exprime avec conviction son souhait qu'on crée une tente légère et facile à transporter, spécialement conçue pour les aventuriers. Son enthousiasme est palpable, et elle semble déterminée à convaincre le groupe de l'importance de cette invention. Ses compagnons la soutiennent, prêts à écouter sa demande avec sérieux. Un membre du groupe, visiblement déterminé, affirme avec conviction qu'ils feront tout ce qui est nécessaire pour apporter leur aide. Son regard sérieux reflète l'engagement collectif à soutenir cette idée. Le protagoniste, soudainement sérieux, effectue un geste vif et déterminé, comme pour sceller un engagement. Ses compagnons, surpris, affichent des expressions d'étonnement mêlées d'inquiétude. Leur réaction montre à quel point cette décision les impressionne. Le protagoniste, les poings serrés, explique qu'il se motive pour se concentrer pleinement. Ses compagnons, inquiets, le questionnent vivement, cherchant à comprendre son soudain changement d'attitude. Le protagoniste admet avoir sous-estimé la véritable nature du métier d'aventurier et la nécessité d'un équipement adapté. Au-delà d'une simple tente de camping,
une de ses compagnons réalise qu'elle n'avait pas saisi les attentes réelles du client, il prend alors la responsabilité de la suite, prêt à assumer pleinement la mission. Le protagoniste, déterminé, affirme qu'il mettra tout son savoir-faire en jeu pour créer quelque chose d'exceptionnel, sa confiance renouvelée inspire ses compagnons, qui commencent à entrevoir la force de sa résolution. Le protagoniste, avec un sourire confiant, lance un appel à l'action, prêt à démarrer sans attendre, ses compagnons, enthousiastes, l'encouragent chaleureusement, témoignant de leur soutien inébranlable, l'atmosphère est désormais chargée d'énergie et d'espoir pour la suite de leur aventure. Le protagoniste, plein d'enthousiasme, lance le début officiel de leur projet avec un cri de ralliement, tant Crafting, ses compagnons, motivés, se tiennent prêts à le suivre dans cette nouvelle étape. Alors qu'il s'apprête à se mettre au travail, le protagoniste se retrouve soudainement encerclé de très près par 3 jeunes femmes, pris au dépourvu, il s'exclame que c'est beaucoup trop proche, visiblement gêné par cette proximité inattendue. Le protagoniste insiste pour qu'elles gardent leur distance, expliquant que c'est dangereux d'être aussi proche, malgré son malaise, il tente de reprendre le contrôle de la situation, les jeunes femmes semblent surprises par sa réaction. Le protagoniste prend une grande inspiration et se concentre sur la fabrication du cadre, notant qu'il est encore un peu rigide, il décide alors de chauffer le bois pour le rendre plus malléable, sous le regard intrigué des jeunes femmes. Le protagoniste utilise sa magie du feu pour chauffer le bois, impressionnant les jeunes femmes autour de lui, il décide ensuite de répandre de la terre pour préparer un espace, expliquant son intention tandis que les autres s'interrogent, concentré, il manipule la terre avec précision, prêt à poursuivre son travail. Le protagoniste utilise sa magie de l'eau pour imbiber le bois, espérant ainsi le rendre encore plus souple, les jeunes femmes, étonnées, chuchotent entre elles en remarquant la rapidité avec laquelle il maîtrise plusieurs attributs magiques, confiant, il explique que s'il laisse le bois tremper un moment, il deviendra plus malléable. Pendant que le bois trempe, le protagoniste propose de commencer à fabriquer la structure de la tente, son enthousiasme est palpable, prêt à avancer malgré le temps d'attente nécessaire. Le protagoniste mélange avec enthousiasme de la slime d'eau fraîche, prêt à utiliser sa magie de la foudre, son énergie est palpable alors qu'il prépare un sort puissant, sous le regard intrigué et un peu dégoûté des autres. Le protagoniste explique que finir le cuir de grenouille sauvage avec de l'électricité permet de le préserver, il utilise ensuite sa magie du feu pour le sécher rapidement, soulignant l'efficacité de la magie dans ce travail, il reconnaît que la magie facilite grandement la fabrication, notamment pour des usages industriels. La tente Pop-up Otherworld Edition est enfin terminée, dévoilant une structure solide et fonctionnelle, le protagoniste invite les autres à découvrir son travail, visiblement fier du résultat, l'enthousiasme est palpable alors que la magie a permis de réaliser cette prouesse rapidement. Le groupe, intrigué, demande au protagoniste combien d'attributs magiques il possède, leur curiosité est mêlée à une légère appréhension, tandis qu'ils attendent sa réponse, le héros semble un peu surpris, hésitant à révéler cette information. Le protagoniste, pris de court par la question sur le sort utilisé contre le slime d'eau, panique intérieurement en réalisant qu'il a parlé sans réfléchir, gêné, il s'excuse rapidement et supplie le groupe de garder cette information secrète, tandis que les autres restent intrigués et surpris. Le groupe, impatient, demande au protagoniste de leur montrer comment utiliser la tente, ce dernier, un peu gêné, accepte enfin de leur expliquer la démarche, il commence à détailler les étapes pour plier et transporter la tente, tandis que les autres l'écoutent attentivement. Le protagoniste soulève la tente pliée, suscitant la surprise générale, l'un des membres du groupe s'exclame, étonné par la légèreté et la taille réduite de l'objet, tous sont curieux de savoir comment monter cette tente si compacte. Un membre du groupe confirme que le poids et la taille de la tente correspondent bien à leurs attentes, tandis qu'un autre propose de sortir pour montrer le montage plus en détail. Le protagoniste commence à expliquer qu'il faut d'abord détacher la sangle, surpris, une membre du groupe réagit vivement lorsqu'il lui demande de lancer la tente, malgré ses doutes, il l'encourage à essayer, tandis qu'elle le soupçonne de vouloir la piéger. La jeune fille, encore incrédule, demande si c'est une sorte de magie de tente, le protagoniste sourit et lui assure que ce n'est pas de la magie. La jeune fille, émerveillée, s'exclame que la tente s'est vraiment montée en un instant, sans pouvoir y croire, elle est impressionnée par la rapidité et la facilité de la transformation. La jeune fille, fascinée, s'extasie sur la performance exceptionnelle de la tente, ne cachant pas son admiration devant cette prouesse technique, elle semble véritablement impressionnée par la qualité et l'efficacité du matériel.
Le protagoniste explique qu'il faut tester le matériel plusieurs fois pour vraiment en déceler les défauts. Enthousiaste, la jeune fille promet de faire ses essais. Une autre membre du groupe, admirative, le complimente pour ses talents et ses capacités magiques. Le protagoniste, visiblement gêné, demande à Blanche de garder une certaine information pour elle, tandis qu'elle sourit malicieusement, lui assurant qu'il n'a pas besoin de faire cette tête. Leur échange révèle une complicité teintée d'un léger embarras. Elle confie qu'elle fait souvent face aux morts, y compris aux esprits d'aventuriers ayant perdu la vie. Blanche explique que les esprits qu'elle rencontre semblent tous épuisés, probablement morts lors d'expéditions brutales. Elle suggère que la tante pourrait apaiser ces aventuriers fatigués. Son regard trahit une certaine gravité mêlée à une étrange fascination. Blanche assure au protagoniste que son secret sera bien gardé et que sa magie restera inconnue du groupe. Elle insiste sur le fait qu'il sera toujours un bienfaiteur pour eux. Cette promesse renforce la confiance entre eux, apaisant l'embarras du jeune homme. Blanche affirme avec assurance que personne au sein de Crimson Camellia ne trahirait une gentillesse reçue. Le protagoniste, soulagé, reconnaît que cette promesse lui évite bien des soucis si jamais la vérité venait à se savoir. Blanche évoque avec un sourire la possibilité d'organiser un nettoyage si jamais des problèmes surviennent. Le protagoniste, un peu gêné, refuse rapidement cette idée, assurant que ce ne sera pas nécessaire. Le protagoniste réalise à quel point les relations commerciales sont cruciales et admet qu'il a encore beaucoup à apprendre. Blanche accepte avec un sourire l'invitation à les rejoindre, tandis que l'ambiance reste légère et conviviale. Dans la grande nation d'Edelstein, seules les maisons de commerce les plus prestigieuses peuvent rejoindre la fédération des guildes commerciales. La Alexandrite Trading Company fait partie de ces rares maisons honorées, ce qui représente le plus haut honneur pour une maison de commerce. Pourtant, pour cette femme, revenir ici ravive de mauvais souvenirs. En entrant dans le bâtiment, elle déplore l'atmosphère de richesse ostentatoire qui règne toujours ici. Elle se montre déterminée à changer ce monde corrompu desquels aura pris le pouvoir. Son assistant tente de la calmer, mais elle reste ferme sur ses intentions. Un homme au sourire charmeur s'adresse à un autre, lui demandant s'il assistera lui aussi à la réunion. Ce dernier, visiblement agacé et sous pression, semble mal à l'aise face à cette question. Un homme vante avec assurance le succès de la maison Operido Trading, vantant leur vente en forte croissance grâce à leur nouvelle Magitech Beauté. Il exprime son ambition de mener l'entreprise au sommet, tout en remerciant pour le soutien reçu. Cette maison, dirigée par Barion Jasper, l'ex-fiancé de la protagoniste, est très populaire auprès des femmes. Un homme propose à Sandrone un partenariat, soulignant ses succès récents, mais elle refuse catégoriquement. Il évoque alors un souvenir où elle lui a donné un coup de pied, prétendant y avoir ressenti son amour passionné. Malgré son apparente froideur, il l'encourage à ne plus jouer ce rôle distant. L'homme, sûr de lui, affirme que tout le travail acharné de Sandrone lui est destiné. Avec un sourire charmeur, de son côté, la protagoniste, visiblement exaspérée et prête à exploser, se retient à peine, tandis que son serviteur tente de la calmer. Débordante de colère, elle s'adresse fermement à Jean Toku, annonçant qu'ils vont boire ensemble. Son ton ne laisse aucun doute sur sa détermination. Elle corrige Jean Toku avec un ton ferme, lui rappelant de ne plus se tromper sur leur passé commun. Lui, mal à l'aise, reconnaît qu'il vaut mieux qu'elle ait quitté cet idiot. La protagoniste, confiante, confirme que son coup de poing a été parfaitement exécuté, ce qui surprend Jean Toku. Elle se moque intérieurement de Jean Toku, persuadée qu'il croit encore qu'elle a des sentiments pour cet idiot. Visiblement agacé, il peine à répondre à cette provocation. Jean Toku remarque un endroit qu'il voulait absolument visiter. En s'approchant, il découvre un stand de nourriture animé par un vieil homme. Intrigué, il invite son compagnon à s'y rendre. Jean Toku salue chaleureusement un vieil homme derrière un stand, lui demandant s'il est ouvert. Ce dernier, surpris, l'interpelle par son prénom. Notre héros invite son compagnon et une autre personne à s'asseoir, malgré les réserves du vieil homme à propos de la présence d'une femme. Jean Toku explique que dans cet endroit, on ne commande rien, on sert directement un type de liqueur accompagné de plats mijotés. Intriguée, la jeune femme goûte un des mets, visiblement surprise par cette tradition culinaire. La jeune femme est visiblement surprise par la douceur du plat qu'elle vient de goûter. Le vieil homme explique avec fierté que ce ragoût simple a pourtant cette capacité à apaiser le corps et le cœur fatigués. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un plat pour se gaver, mais d'un mets qui réconforte profondément. Jean Toku ne cache pas son admiration pour le ragoût de Jido, avouant qu'il revient sans cesse pour en savourer la douceur. La jeune femme confirme à son tour que ce plat est vraiment délicieux, tandis que le vieil homme rappelle qu'il apaise à la fois le corps et le cœur fatigué.
tous deux profitent de ce moment réconfortant, renforçant l'atmosphère chaleureuse du lieu. La jeune femme, visiblement ivre, s'emporte en criant qu'elle en a assez des paroles illusoires, elle s'énerve en réalisant que sa boisson a disparu, accusant les autres de l'avoir bu, les hommes autour d'elle échangent des regards embarrassés, tentant de calmer la situation. La jeune femme exprime sa colère et sa frustration, dénonçant le mépris qu'elle subit malgré tous ses efforts pour réussir seule, elle rejette l'image que certains hommes veulent lui imposer, refusant d'être réduite à un simple objet de désir. Un homme à l'écoute remarque qu'elle se défoule intensément, tout en se sentant un peu concerné par ses paroles. Elle confie que personne n'a jamais compris sa vision du célibat, toujours poussée à travailler dur pour pouvoir un jour subvenir aux besoins d'une épouse, ce qui laisse une marque. Malgré les protestations autour d'elle, un homme insiste pour la laisser s'exprimer, tandis qu'un autre propose de la raccompagner chez elle. Notre héroïne, pleine d'énergie, affirme qu'il faut parfois simplement laisser sortir ce qu'on a sur le cœur. Épuisée, elle s'est finalement endormie après son long monologue, les hommes présents échangent à son sujet, l'un s'excusant tandis qu'un autre promet de toujours l'accompagner pour boire un verre. Une nouvelle conversation s'amorce autour d'une demande inattendue, la fabrication d'une nouvelle tente pour un ami aventurier. Un homme explique avec enthousiasme les avantages d'une tente pop-up, légère, facile à transporter et à monter en un instant. Intriguée, notre héroïne s'interroge sur son intérêt réel, entre utilité et rentabilité. La discussion se conclut sur une note légère, tandis qu'elle s'accroche à lui dans un geste inattendu. Un homme s'excuse pour le tumulte causé et offre une boisson à notre héros, reconnaissant que la jeune femme a traversé des moments difficiles. Ce dernier, un peu embarrassé, nie qu'elle soit une personne spéciale pour lui, mais promet d'être là quand elle aura besoin d'aide. Pendant ce temps, une scène légère se déroule à l'écart, où une jeune fille semble mal à l'aise dans les bras d'un homme, illustrant la complicité et les liens qui se tissent autour d'eux.